Sa marque de commerce, un coup de feu. Son but, s'emparer d'argent liquide, peu importe qui se met en travers de sa route. Il laisse dans son sillage des victimes terrifiées qui ont à peine eu le temps de le voir et peu d'indices aux agents du FBI. Mais ces derniers sont résolus à trouver ce tireur coûte que coûte et à mettre un terme à son règne de terreur. San Diego, en Californie. Le 5 novembre 1987, le calme de l'avant-midi fut subitement interrompu par un coup de feu dans une banque. Le tireur ordonna aux clients de se coucher par terre, les menaçant de les abattre s'ils n'obéissaient pas à ses ordres. Il força ensuite les caissières à remplir son sac de billets de banque en leur interdisant d'appuyer sur leur bouton d'alarme ou de lui remettre des liasses contenant des sachets d'encre. Il ne fit pas ouvrir le coffre-fort, car cela aurait pris trop de temps. Ce voleur alla vite au but et il s'enfuit rapidement. Les employés contactèrent aussitôt la police. Mais même dans des conditions idéales, il faut compter quelques secondes pour rejoindre une standardiste et quelques minutes de plus pour que les unités de patrouille arrivent sur les lieux. Quand les policiers arrivèrent, le voleur était parti depuis un moment déjà. Les autorités fouillèrent minutieusement la scène du crime. Même si l'homme ne portait pas de gants, il avait pris soin de ne toucher à aucune surface et n'avait laissé aucune empreinte digitale. Comme les vols de banque sont considérés comme étant des crimes de juridiction fédérale, l'affaire fut confiée au FBI. Pour l'agent spécial Jack Kelly, spécialisé dans les vols de banque, cette affaire était prioritaire, car il s'agissait d'un vol perpétré par un type qui avait pris le contrôle des lieux plutôt que de discrètement remettre un mot à l'un des employés. On ne retrouve ce genre de vol de banque que dans 5% des cas. Même lorsque des voleurs prennent le contrôle d'une banque, ils ne se servent généralement pas de leur arme à feu. Cela rendait ce voleur encore plus exceptionnel. Et c'est pourquoi on pensait qu'il était agressif et dangereux. En outre, le voleur n'avait pas de complice dans la banque avec lui, comme dans la majorité des cas. Son comportement violent avait profondément marqué les victimes. Les victimes de ce genre de vol sont particulièrement traumatisées et encore plus lorsque le voleur se sert de son arme à feu. Dans un cas comme ça, il y a de grandes différences dans les descriptions du malfaiteur qu'on nous présente, en ce qui a trait à son âge, à sa grandeur, à son poids et à tout le reste. Certains témoins affirmèrent qu'il portait un déguisement, d'autres disaient le contraire. Ces écarts dans les descriptions n'aidaient guère les agents qui se tournèrent vers les photos des caméras de surveillance. Les photos de piètre qualité qu'on a obtenues ne nous ont pas vraiment aidés à identifier l'auteur du crime. Par les photos, on ne pouvait être sûr que d'une chose. Le voleur était un homme de race blanche qui mesurait environ 1,80 m et qui portait une barbe et une moustache. Les agents étaient confrontés à une affaire difficile. Il n'y avait pas d'indice ni de description précise du voleur. L'agent spécial Kelly croyait pour sa part que ce type n'en était pas à son premier vol. En examinant d'autres cas à la recherche de similitudes, Kelly tomba sur un autre braquage commis 1 an plus tôt à San Diego. La façon de procéder du voleur était identique. Dans les deux cas, quelqu'un était entré dans la banque, avait tiré une balle et vidé les tiroirs-caisses. De plus, les descriptions du voleur se ressemblaient. Le tireur était parti sans laisser d'indices derrière lui. Le fait qu'on ait si peu d'indices indiquait que ce type était très habile. Il avait sans doute bien planifié ses vols. Bientôt, les agents apprirent que le tireur n'en avait pas fini dans le secteur.
Après le deuxième vol de San Diego, ce type est revenu un mois plus tard et il a commis un troisième vol en s'y prenant de la même façon et en tirant une balle dans le plafond. Comme le voulait l'usage, l'agent Kelly donna un nom de code à ce voleur de banque en série pour fin de communication plus rapide entre les agents. De plus, un nom accrocheur attire davantage l'attention du public. Ainsi, les médias seraient plus intéressés à parler de ce cas et à diffuser des photos. Cela nous permettrait peut-être d'obtenir des pistes. Kelly surnomma le voleur le tireur, en référence à sa dangereuse façon de procéder. Le 14 décembre 1987, le tireur attaqua une quatrième banque californienne, cette fois à Mission Viejo, à 110 km au nord de San Diego. J'avais la responsabilité d'examiner les dossiers de tous les vols de banque dont s'occupaient les bureaux du FBI de ma région. Les agents du FBI furent dépêchés à la banque dévalisée. Quand un vol survient, on mène autant notre enquête à l'intérieur qu'à l'extérieur de la banque, pour tenter de trouver des indices ou un témoin qui aurait aperçu l'auteur du crime. On a procédé ainsi pour tous ces vols. Malheureusement, les agents ne trouvèrent rien. C'était comme s'ils cherchaient un fantôme. Jusque-là, le tireur avait volé 44 000 $. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une affaire d'argent. Les agents craignaient qu'ils ne finissent par tirer sur quelqu'un. On était aux prises avec quelqu'un qui, selon nous, allait devenir de plus en plus agressif lors de ses vols et qui deviendrait par conséquent plus dangereux. Ce voleur devait être identifié et arrêté au plus vite. Après une pause d'1 an, le tireur frappa à 3 reprises en l'espace de 5 semaines. Kelly croyait que le tireur s'était attaqué à d'autres banques ailleurs au pays dans l'intervalle. Il avait sans doute commis des vols de banque ailleurs. En vérifiant auprès d'autres bureaux du FBI, Kelly tomba sur une série de vols identiques irrésolus au Texas, commis entre les vols en Californie. Au cours de l'un de ces braquages, le tireur avait été violent, comme les agents le redoutaient. En juillet 1986, cet homme de race blanche, portant une barbe et des lunettes de soleil, s'était attaqué à une banque d'Abilene, au Texas. Il avait forcé la directrice à remplir son sac d'argent. Comme en Californie, le voleur ne voulait que les billets des tiroirs caisses et il avait bien averti les employés de ne pas lui donner des liasses contenant des sachets d'encre. La directrice suivit ses instructions à la lettre. Tout à coup, Don't you move! Don't you move! Don't be looking at me! Stay down, the same thing's gonna happen to you! le voleur s'enfuit après avoir tiré une balle dans l'abdomen de la directrice. Go lock the door. Go lock the door. I need the police here right away. I'm at Everling Bank. We've been robbed and the manager's been shot. I don't know what else to do. Des patrouilleurs, des agents du FBI et du personnel médical furent aussitôt dépêchés sur les lieux. La directrice, bien que gravement blessée, survécut à ses blessures. Les autres témoins furent incapables de donner une description fiable de l'auteur du vol. Tout s'était passé si vite et ils avaient eu si peur qu'ils n'avaient pas pu bien voir le voleur. L'examen de la scène du crime ne fournit pas de résultats concluants. Quant aux photos obtenues à partir des caméras de surveillance, elles ne fournirent que d'autres images floues du voleur. L'agent spécial Kelly contacta la police d'État du Texas qui enquêtait sur plusieurs vols irrésolus. Les autorités des 2 États purent ainsi mettre en commun les informations à leur disposition. On savait que le tireur s'en prenait à des banques près de bretelles d'autoroute pour pouvoir s'enfuir rapidement. Les enquêteurs s'entendaient sur le fait qu'un complice conduisait sans doute le véhicule du tireur, mais on n'avait identifié aucune voiture. Chacun de ces vols était aussi parfait que le précédent et l'on n'obtint aucune piste solide. Le tireur commit 6 autres braquages au Texas et en Californie en 1988. Les enquêteurs espéraient que les médias continueraient de s'intéresser à l'affaire. Ainsi, quelqu'un finirait peut-être par reconnaître le tireur et contacterait les autorités. Voici l'agent spécial Jack Kelly. Il était organisé et il planifiait si bien ses coups qu'il ne laissait aucune piste.
Il laissait toutefois des projectiles dans le plafond de la banque qu'il braquait. Si les experts en balistique parvenaient à trouver des marques sur ces projectiles, ils pourraient introduire le résultat dans leur base de données informatisée. Ainsi, si l'arme avait été utilisée pour d'autres crimes, ils obtiendraient peut-être un indice sur l'identité du tireur. Mais cette possibilité était bien mince. Les experts déterminèrent que les projectiles provenaient d'un revolver de calibre 38, mais ils furent confrontés à des problèmes en relevant les marques caractéristiques sur les balles. Les projectiles qu'on a trouvés étaient très abîmés et ils ne pourraient malheureusement pas servir à identifier l'arme du crime si on mettait la main un jour sur un revolver suspect. Le tireur continua sur sa lancée. Il commit son 17e braquage de banque à University City, en banlieue de San Diego. Une fois de plus, il ne laissa aucun indice dans la banque. Mais à l'extérieur, les enquêteurs trouvèrent quelque chose qui en disait long sur l'esprit méticuleux du tireur. Avant le vol, il avait affaibli les fixations de quelques planches d'une clôture pour pouvoir atteindre plus rapidement sa voiture. L'agent spécial a poursuivi plus d'une centaine de voleurs, mais celui-ci était sans contredit le plus habile. On devait bien reconnaître que ce type était rusé. Mais on espérait toujours qu'un indice ou un témoin nous fournirait un morceau du puzzle. Malgré des fouilles méticuleuses dans le quartier, les agents revinrent bredouille. Au milieu de 1989, le tireur avait volé près de 250 000 $ et il s'était attaqué à des banques dans au moins 10 villes. Dès qu'un criminel se déplace, et pas seulement de ville en ville, mais plutôt d'un État à l'autre, l'enquête devient de plus en plus complexe en raison des multiples services policiers qui participent à l'affaire. Kelly contacta divers services de police aux États-Unis. Les agents du FBI de la Californie et du Texas, ceux de la police locale et les Rangers du Texas. Ils travaillèrent de concert pour mettre la main sur l'indice qui leur avait échappé jusque-là. Plus on a d'yeux et d'oreilles, plus on a de chances de capturer quelqu'un. Comme le tireur semblait avoir beaucoup d'expérience, les agents le soupçonnaient d'avoir un casier judiciaire pour vol. Il nous paraissait logique d'identifier les ex-détenus remis en liberté depuis peu qui pouvaient avoir décidé de reprendre leur vie d'avant. Les enquêteurs demandèrent à voir les dossiers des voleurs de banque remis en liberté depuis 1986, soit depuis que le tireur avait commencé ses braquages. Mais cette piste fut infructueuse, car personne n'avait reconnu l'homme. Sur les photos obtenues à partir des caméras de surveillance, il était difficile de savoir à quoi il ressemblait. Ses cheveux et sa moustache semblaient être faux parce qu'ils étaient trop sombres. Les membres de l'escouade en conclurent que le tireur portait des perruques et de fausses moustaches et qu'il avait peut-être même modifié la couleur de son teint. Quand on a compris qu'il portait vraisemblablement des déguisements, on s'est rendu chez plusieurs costumiers avec les photos obtenues à partir de caméras de surveillance. Les agents montrèrent les photos aux employés en leur demandant s'ils reconnaissaient l'homme costumé. Mais cette démarche se révéla infructueuse. Les enquêteurs examinèrent ensuite chacun des cas de braquage dans l'espoir d'en relever les constantes. Ils comparèrent les montants volés et notèrent la fréquence des vols. Ils déterminèrent alors que le tireur dépensait environ 3 000 $ par semaine. Quand il n'avait plus d'argent, il s'attaquait à une nouvelle banque. Ce n'était pas véritablement une constante, mais on savait qu'il aurait besoin d'argent après une certaine période de temps. Les enquêteurs remarquèrent également que le tireur commettait toujours ses vols les lundis et les vendredis et qu'il s'en prenait à diverses succursales d'une même banque. Il y avait des centaines de succursales bancaires dans le secteur où il frappait. C'était comme un enfant dans une confiserie qui ne faisait que choisir sa prochaine cible. Et notre boulot à nous, c'était de deviner où il frapperait la prochaine fois. L'équipe mit sous surveillance les banques de prédilection du tireur.
Les agents se rendaient sur place les lundis et vendredis, soit les jours préférés du tireur. Ils espéraient avoir un peu de chance. Notre problème, c'était qu'on n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il frapperait. Il y avait trop de succursales, trop de cibles. Central, this is Team 3, reporting nothing. Les effectifs étant limités, il serait impossible de couvrir toutes les banques qui pouvaient être ciblées. Comme les voleurs blanchissent fréquemment leur argent dans les casinos, l'escouade envoya les photos du suspect au service de sécurité des casinos. Un de ces établissements en Californie donna alors une piste prometteuse. Un de ses clients réguliers ressemblait beaucoup au tireur. Ils ont accepté de nous remettre les photos d'un type qu'ils soupçonnaient. Les agents trouvèrent l'homme en question et l'interrogèrent. Special Agent Manuel with the FBI California Division. Bien qu'il ressemblât au tireur, il avait un alibi solide pour chacun des braquages de banque. Les enquêteurs rayèrent son nom de la liste des suspects. C'était une autre piste se terminant en impasse. We'll be in touch. Okay. Le 23 juin 1989, l'insaisissable tireur frappa à Arlington, au Texas. C'était son 18e braquage connu. Il avait attaqué des banques sur un territoire de plus de 2200 km. Cette fois-ci, la caissière cacha un sachet d'encre dans le sac du voleur. Quand il éclaterait, les billets seraient inutilisables. Quelques heures plus tard, le tireur attaqua une autre banque. C'était la première fois qu'il commettait un second vol le même jour. C'était risqué. Away from the counter, hands out where I can see it. Les agents craignaient que son comportement ne devienne de plus en plus désespéré. L'agent Kelly était persuadé que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne blesse quelqu'un. Chaque fois qu'il commettait un nouveau vol, il se servait de son arme à feu, notamment le jour où il avait tiré sur la directrice au Texas. Ça inquiétait beaucoup les autorités parce que cet individu pouvait potentiellement tuer quelqu'un un jour. Et à voir la façon dont le tireur agissait, il pouvait tuer sa prochaine victime n'importe où et à tout moment. À la fin des années 80, une équipe d'enquêteurs du Texas et de la Californie était à la recherche du tireur, un voleur de banque rusé qui commençait toujours ses braquages en tirant une balle au plafond et qui s'enfuyait avec l'argent liquide rapidement sans jamais laisser de traces. Devant la série de plus en plus imposante de vols, le tireur fut bientôt connu de tous les services de police du pays. Les agents étaient sur le qui-vive. L'agent spécial Jack Kelly. Chaque fois que le tireur s'attaquait à une banque dans un secteur donné, on contactait tous les autres services de police le plus rapidement possible et on leur transmettait les informations à notre disposition, qu'il s'agisse de nouveaux indices, de témoins ou de photographies de meilleure qualité. Grâce aux photos, l'équipe détermina que le tireur avait vraisemblablement utilisé un revolver 38 Smith & Wesson, une arme couramment utilisée par les policiers. Les enquêteurs remarquèrent également que le voleur plaçait son index sur le côté de l'arme comme le font les policiers. Il n'était guère rassurant de penser que le voleur puisse être un policier, même si cette hypothèse était plausible. You, come here. Et même s'il n'était pas un policier, le voleur semblait savoir comment les patrouilleurs procédaient. On le soupçonnait de les surveiller afin de connaître leur itinéraire de patrouille et de cibler ensuite des banques loin de ces itinéraires pour gagner du temps lors de sa fuite. Le tireur commettait ses vols de banque comme un professionnel et sa planification lui avait permis de réussir plus de 20 braquages. Les enquêteurs étaient heureux de l'attention des médias sur cette affaire. Ils savaient que le public représentait leur plus grande chance de mettre la main au collet du tireur. Un témoin en particulier fournit une piste intéressante. Après le braquage de 1989 à Mission Viejo, un résident du quartier de la banque avait vu un homme monter dans le coffre arrière d'une voiture qui avait ensuite démarré. Selon lui, la voiture était une berline 4 portes, rouge, immatriculée en Californie. Malheureusement, il n'avait pas vu le visage du conducteur, ni eu le temps de noter le numéro de la plaque d'immatriculation. Les agents commencèrent à vérifier toutes les voitures immatriculées en Californie correspondant à cette description. Mais comme il y en avait quelques milliers, ils n'auraient pas fini avant plusieurs mois.
Ce témoignage confirmait toutefois les soupçons des enquêteurs. Quand on a su qu'il montait dans le coffre d'une voiture, on a compris qu'il avait bel et bien un complice pour commettre ces vols. Le 30 mars 1990, le tireur braqua une banque au Texas qu'il avait déjà attaquée un an plus tôt. Pour les enquêteurs, le fait qu'il retourne au même endroit indiquait qu'il était de plus en plus audacieux et qu'il ne craignait pas d'être reconnu. À la fin de 1990, l'escouade imputait 27 braquages au tireur, lui ayant rapporté près de 400 000 $ sans qu'il n'ait jamais laissé une empreinte digitale identifiable derrière lui. Il faisait toujours attention de ne toucher à rien. Même quand il sortait, il ouvrait la porte avec le coude ou la hanche. Les agents devaient trouver une façon de comprendre comment fonctionnait l'esprit du tireur. Ils confirent cette mission aux experts en sciences comportementales de l'Académie du FBI à Quantico, en Virginie. Ça ne nous fournit pas le nom du criminel, mais ça nous donne une meilleure idée de sa personnalité. Après avoir soigneusement étudié en détail chaque vol, les experts dressèrent le profil comportemental du tireur. Comme la plupart des criminels commettent leur premier crime dans les secteurs où ils se sentent à l'aise, les psychologues soupçonnaient le tireur de venir du Texas, là où il avait commis ses premiers braquages. Ses agissements précis et bien planifiés indiquaient qu'il avait peut-être subi un entraînement militaire. Comme le tireur ne s'était jamais fait dénoncer par quiconque, on pouvait présumer que son seul complice était très loyal. Par expérience, les psychologues croyaient que le tireur deviendrait de plus en plus violent. Il était même possible qu'il préférerait un affrontement armé avec les autorités plutôt que de se rendre. Ce type sortirait d'une banque à coups de feu où il prendrait des otages si on essayait de le piéger. En avril 1991, le tireur étendit son territoire jusqu'au nord de la Californie en s'enfuyant avec 15 000 $ après avoir braqué une banque de San José. Le sergent-détective Jack Baxter de San José. Aucun témoin n'a pu nous dire où il était allé, quel genre de voiture il conduisait et s'il avait des complices. On n'en savait rien. Cette fois-ci, toutefois, le tireur laissa un indice derrière lui. On trouva une empreinte de paume de main partielle sur le comptoir. Malheureusement, les enquêteurs ne purent établir de comparaison car les relevés d'empreintes de la police ne contiennent pas les empreintes de paume de main. L'escouade se retrouvait de nouveau à la case départ. 2 mois plus tard, le tireur dévalisa une banque de Bellevue dans l'État de Washington, non loin de Seattle. Il étendait de plus en plus son territoire. Seattle faisait maintenant partie de son territoire. On voyait bien qu'il ratissait plus large et se déplaçait d'un État à un autre. Le tireur était l'un des voleurs les plus actifs de l'histoire récente du FBI. En 1991, 5 ans s'étaient écoulés depuis ses premiers vols. Comme le délai de prescription était échu, il était impossible de le faire inculper pour ses premiers vols. Les agents faisaient une course contre la montre pour l'arrêter. Ce voleur était violent et il volait des banques d'un État à l'autre. Il en braquait une toutes les 6 à 8 semaines et l'on ne savait rien de lui ni de l'endroit d'où il provenait. En août, le tireur dévalisa une banque de Los Altos en Californie, portant ainsi le total de ses gains à 477 457 $. Les enquêteurs trouvèrent un indice prometteur, une fausse moustache. C'était le premier indice qui pourrait démontrer la présence du tireur dans cette banque. Mais à ce moment-là, les analyses génétiques étaient coûteuses et demandaient beaucoup de temps. En outre, on ne disposait pas d'un suspect dont on pouvait comparer l'ADN. Malheureusement, cet indice ne présentait guère de valeur, à l'exception du fait qu'il démontrait que le voleur portait un déguisement. À la fin de 1991, les enquêteurs attribuaient au tireur 33 vols à main armée dans 18 villes différentes. Les agents ne disposaient d'aucun indice. Ils devraient avoir un coup de chance au plus vite.
Les agents qui enquêtaient sur la plus grande série de braquages de banques irrésolus de l'histoire du FBI n'avaient à leur disposition que quelques photos floues d'un homme surnommé le Tireur. En 1992, le Tireur commit 7 autres braquages. Il s'attaqua pour la seconde fois à une banque de Bellevue dans l'État de Washington. Ses gains totaux s'élevaient maintenant à $600 000. Voici l'agent spécial Don Glasser du FBI. On s'est mis à la recherche d'empreintes digitales dans la banque et l'on a interrogé les témoins. Bien entendu, on espérait que quelqu'un avait vu le voleur monter à bord d'une voiture en particulier. Malheureusement, personne n'avait rien vu. La population était inquiète et se sentait mal protégée. Ce type entrait dans n'importe quelle banque et tirait un coup de feu. Éventuellement, il y aurait un accident où le voleur tirerait intentionnellement sur quelqu'un. On se disait qu'il devait bien y avoir un moyen de l'identifier, mais on ne savait pas quoi faire. Les agents devaient arrêter le tireur avant qu'il ne commette un meurtre. Lors d'un braquage à San José, la chance du voleur commença à tourner. Cette fois-ci, la caméra de surveillance capta une image assez nette de son visage avant qu'il n'ait le temps de s'enfuir. Une dessinatrice de la police de San José se servit de cette image pour dresser un portrait du tireur sous son déguisement. Reconstituer un visage qui est camouflé en partie exige une vaste connaissance de la physionomie et un grand talent artistique. Les agents firent ensuite distribuer le portrait et ils confièrent la tâche aux responsables des programmes Échec au crime de le diffuser régulièrement et de le faire afficher dans les banques. Le sergent détective Jack Baxter de San José. On croyait que pour coffrer ce type, on devait obtenir l'aide de la population. Quelqu'un devait nous appeler et nous dire ce qu'il avait vu ou entendu. Le 11 mai 1994, les enquêteurs eurent enfin le coup de chance espéré quand quelqu'un appela pour donner des informations. Ces informations étaient assez générales. On nous a dit que le voleur s'appelait Johnny Williams ou John Williams et qu'il se faisait parfois appeler Robert Hall. Selon l'informateur, Williams avait environ 40 ans, il conduisait une berline 4 portes rouge et il avait une complice très dévouée, sa femme. L'informateur ajouta que Williams était toujours armé, qu'il avait un tempérament explosif et qu'il avait juré de ne jamais se faire capturer vivant. De fait, sa femme et lui avaient conclu un pacte de suicide au cas où il serait pris au piège. C'était un bon tuyau, mais il restait encore beaucoup à faire. Ces noms sont très courants. Comme il y a littéralement des centaines de Johnny Williams et de Robert Hall, on a dû limiter nos recherches à ceux qui avaient à peu près l'âge du suspect que nous avait décrit l'informateur. En examinant les archives de la Régie des transports de la Californie, les agents trouvèrent un Johnny Madison Williams et un Robert Hall qui semblaient être un seul et même homme. Ils comparèrent ensuite les deux photos au portrait robot du suspect. Il correspondait en tout point au portrait réalisé par notre artiste. C'était comme si elle avait fait ce dessin à partir de la photo. On a alors su que c'était notre homme. En Californie, on prélève les empreintes digitales des détenteurs de permis de conduire. On put ainsi découvrir que Hall et Williams n'étaient en fait qu'une seule et même personne. Johnny Madison Williams était un ex-marine du Texas où il avait un casier judiciaire pour des vols. Sa femme, Carol, avait acheté un revolver de calibre 38 comme celui que l'on apercevait sur les enregistrements des caméras de sécurité. En outre, elle possédait une berline 4 portes de couleur rouge, immatriculée à son nom de jeune fille. Les enquêteurs constatèrent qu'il n'avait aucun revenu financier. Or, il vivait dans une maison de $350 000 surplombant l'océan à Los Osos en Californie. L'agent spécial Jim Wilkins du FBI. Il vivait sur les hauteurs de Morro Bay. C'était un secteur aisé qui n'était desservi que par une seule route. Les agents qui s'aventureraient à cet endroit seraient facilement remarqués. On ne savait alors pas où se trouvait Johnny Williams. Même si la situation était délicate, les agents devaient vérifier la maison du suspect.
Ils trouvèrent un endroit qu'ils espéraient bien caché, d'où ils commencèrent à surveiller les lieux. Les agents surveillèrent la maison pendant quelques jours, mais le couple ne rentra pas. Les enquêteurs soupçonnaient le tireur de se préparer à un autre braquage. Jack Kelly croyait pour sa part que le vol serait commis dans le secteur de Seattle. Le tireur avait l'habitude de commettre un braquage dans cette ville tous les ans et 1 an s'était écoulé depuis le dernier vol. Kelly contacta alors l'agent spécial Don Glasser de Seattle. Il nous a dit « Il va y avoir un autre braquage dans votre secteur. Alors tenez-vous prêts. » Ce n'était qu'une déduction, mais pour l'heure, c'était tout ce que les agents avaient. Glasser parcourra les rues de la ville. Je roulais en voiture dans le secteur de Bellevue. J'étais moitié anxieux, moitié excité à l'idée que j'allais entendre les répartiteurs nous annoncer qu'il y avait eu un code 91, soit un vol de banque. Le 1er juillet 1994, le tireur frappa de nouveau. Il braqua une banque de Kirkland dans l'État de Washington, à seulement 16 km au nord de l'endroit où l'agent Glasser le cherchait. Après avoir tiré un coup de feu au plafond, le tireur ordonna à une caissière de remplir son sac de billets de banque. Comme d'habitude, il la menaça de son arme si elle mettait de faux billets ou des sachets d'encre dans le sac. La caissière fit tomber accidentellement des presse-papiers de bois dans le sac que le tireur prit pour des sachets d'encre. Il était fou de rage. Le voleur s'enfuit sans tirer d'autres coups de feu et disparut avant l'arrivée des policiers et des agents du FBI. Les enquêteurs apprirent bientôt la nouvelle du vol. L'intuition de l'agent Jack Kelly à propos de Seattle ne l'avait pas trahi. On savait où il était à ce moment-là, du moins dans quel coin du pays il se trouvait, c'est-à-dire dans le secteur de Seattle. Kelly avait transmis un avis aux émetteurs des cartes de crédit de Williams. Ainsi, s'il en utilisait une, la police serait aussitôt avisée. Ce plan fonctionna après le braquage de Kirkland. J'ai eu la chance d'obtenir des informations de la part de l'un de ses créditeurs qui venait d'enregistrer une transaction dans un hôtel de l'État de Washington. L'agent spécial Don Glasser se rendit aussitôt à l'hôtel en question. J'étais anxieux parce que je savais que c'était des informations fiables. L'hôtel était situé à Basel, à quelques 15 km de la dernière banque dévalisée. Johnny Williams avait utilisé une carte de crédit sous son nom d'emprunt, Robert Hall, pour louer une chambre. Rien ne garantissait cependant qu'il s'y trouvait toujours. En circulant dans l'aire de stationnement de l'hôtel, j'ai vu une berline rouge. En vérifiant la plaque d'immatriculation, Glasser constata que le véhicule était enregistré au nom de Carol Hawkins, soit le nom de jeune fille de la femme de Williams. Si celui-ci se trouvait toujours à l'hôtel, on devait tout faire pour éviter qu'il se méfie ou qu'il se barricade ou prenne des otages. La directrice reconnut le suspect Johnny Williams comme étant Robert Hall. Elle déclara que sa femme et lui n'avaient pas encore réglé leurs notes. J'ai aussitôt appelé Jack Kelly pour lui annoncer la nouvelle et je lui ai suggéré de monter dans un avion et de venir nous rejoindre. Il était déjà en train de faire ses valises. À ce moment précis de l'enquête, j'étais très anxieux. J'ai contacté mon homologue Jack Baxter de la police de San José et je lui ai annoncé que non seulement on avait identifié le type, mais qu'on savait également où il se trouvait. Jack a alors pris un avion pour Seattle, tout comme moi. Glasser demanda également des renforts de la police de Seattle et du FBI. On s'est assuré qu'aucun de nos agents ne porte d'appareil radio, d'armes, d'impair de la police ou de casquette du FBI qui puisse les identifier. Je leur ai demandé de se comporter normalement pendant leur déplacement. En l'espace de quelques minutes, d'autres agents et policiers arrivèrent silencieusement sur les lieux et ils dressèrent un périmètre de sécurité. On s'est assuré que les véhicules du FBI, que nous appelons des G-Rides, ne soient pas visibles pour le suspect. On ne voulait pas qu'il voie quelque chose d'anormal s'il jetait un coup d'œil par la fenêtre de sa chambre.
On a établi plusieurs postes tout autour de l'hôtel et loué quelques chambres, d'où on voulait superviser l'opération. On savait que s'il décelait notre présence, il tenterait de s'enfuir des lieux. On s'est assuré de ne rien laisser au hasard. Plutôt que de se précipiter vers la chambre du suspect, les enquêteurs décidèrent d'attendre jusqu'à ce qu'ils puissent identifier Williams visuellement. On s'est assuré que quelqu'un surveille sa porte en tout temps. Au coucher du soleil, l'enquêteur Baxter et l'agent spécial Kelly arrivèrent de Californie. L'enquêteur Jack Baxter. On ne voulait rien précipiter. On devait être patient et l'on voulait s'assurer de l'arrêter sans qu'il n'y ait de victime. Les agents souhaitaient procéder à l'arrestation de Williams à l'extérieur au cas où il y aurait des armes dans sa chambre. À l'heure du repas, on espérait qu'il sortirait et qu'il irait manger quelque part. On en profiterait alors pour l'arrêter. Mais les heures s'écoulèrent sans que Williams ou sa femme ne se manifestent. Pendant ce temps, les enquêteurs devaient éviter de se faire repérer par le suspect et d'utiliser leur radio. On nous avait dit qu'il utilisait un balayeur d'ondes. On devait donc faire attention à ce que l'on disait par radio pour qu'ils n'apprennent pas qu'on le surveillait. Il semblait y avoir quelqu'un dans la chambre. L'agent spécial Jack Kelly. On voyait de la lumière. Même si les stores avaient été fermés, on pouvait voir l'éclairage osciller à cause des images diffusées à la télé. Après 7 ans de recherche, les agents du FBI et la police avaient peut-être enfin piégé le tireur. Après 7 ans de recherche, le FBI croyait avoir retrouvé Johnny Madison Williams, le tireur, dans une chambre d'hôtel de l'État de Washington. Une journée et une nuit entière s'écoulèrent sans qu'on discerne le moindre mouvement dans la chambre. Le lendemain matin, les agents mirent un plan au point pour s'assurer que le suspect était bel et bien là. Ils demandèrent l'aide d'un employé de l'hôtel. Après lui avoir montré une photo du suspect, ils lui demandèrent d'entrer dans la chambre sous un faux prétexte et d'en profiter pour voir qui se trouvait à l'intérieur. Malgré le danger que représentait cette mission, l'employé devait avoir l'air normal. Si Williams se doutait de la moindre chose, il pourrait devenir violent. Quand la porte de la chambre s'ouvrit, l'employé demanda à l'occupant à quel moment il pourrait remplacer les filtres à air. L'enquêteur Jack Baxter. Notre suspect l'a informé qu'il devait partir dans 1 heure et qu'il pourrait alors venir remplacer les filtres à air. L'employé est venu nous dire qu'il avait bien reconnu le type. On a alors renforcé la sécurité. Il n'était pas question pour nous de le laisser s'échapper. Maintenant, les agents savaient que le tireur se trouvait bien dans sa chambre et qu'il en sortirait dans 1 heure. Une heure s'écoula, puis 2. Williams pouvait avoir découvert le poteau rose. Tout à coup, une occasion se présenta d'elle-même. L'agent spécial Jack Kelly. Un appel a été effectué depuis la chambre à la réception. Le suspect voulait emprunter une machine à écrire car il devait rédiger une lettre. Il a demandé qu'on lui apporte une machine à écrire. J'ai ordonné aux employés de ne rien faire. Sur l'ordre du FBI, la directrice indiqua à Williams qu'il pouvait utiliser la machine qui se trouvait dans un bureau près de la réception. Il a accepté. Il a dit qu'il ne tarderait pas à venir. Le petit bureau était l'endroit idéal pour procéder à une arrestation, à l'écart du public. Il n'y avait aucune possibilité de s'enfuir de là. L'agent spécial Don Glass. On est aussitôt allé dans ce bureau et on a placé la machine à écrire au meilleur endroit selon nous. On devait rapidement réarranger les meubles pour pouvoir entrer dans la pièce une fois qu'il y serait et ne pas être gêné par le mobilier. Enfin, pour couronner le tout, les enquêteurs insérèrent dans la machine à écrire une feuille contenant le texte de l'arrêt Miranda sur les droits des personnes en état d'arrestation. Ils se cachèrent ensuite dans la pièce voisine et attendirent l'avertissement de leurs collègues à l'extérieur. Après 40 minutes de tension extrême, l'homme quitta sa chambre et se dirigea vers la réception. C'était Johnny Williams.
On l'a vu marcher depuis l'autre côté de l'aire de stationnement. Il n'y avait aucun doute dans notre esprit sur son identité. On l'a reconnu comme si ça avait été notre meilleur ami. C'était le point culminant de l'enquête après 7 ans de recherche. Il s'est présenté à la réception où on lui a indiqué le bureau où aller. Il a contourné le comptoir et est entré dans le bureau. Williams était piégé. Il ne pouvait s'échapper de cet endroit. Les agents savaient qu'il était dangereux et ils étaient prêts au pire. Le suspect fut surpris. Les agents le mirent en état d'arrestation sans qu'il n'y ait de lutte. Il ne portait aucune arme. Grâce au plan minutieux des enquêteurs, l'arrestation s'était déroulée sans encombre. Je l'ai appelé par son vrai nom. J'ai dit Johnny Madison Williams Jr., c'est terminé. Et j'ai alors vu sa tête comme s'affaisser. Les agents devaient maintenant s'occuper de Carol, la femme de Williams. On s'est dit qu'il n'y avait aucune raison pour se précipiter dans la chambre, que si on attendait un peu, elle finirait par en sortir. Et c'est ce qu'elle a fait. Hello. He's on the move right now. Elle est sortie de sa chambre et s'est dirigée vers sa voiture. On est alors passé à l'action et on l'a arrêtée sans problème. Freeze, FBI, you're under arrest. Place your hands where I can see them. Place them on top of the car. Hands on the car. Put your hands on top of the car. There you go. Hands on top of the car. Don't move. Don't move, okay? There you go. Use your left hand. Other hand. Move the FBI, okay? You're under arrest. Just walk right out. Une fois de plus, l'arrestation se déroula sans encombre. Les agents se mirent ensuite à la recherche d'indices. Il nous a donné l'autorisation de fouiller sa chambre. On y a trouvé des systèmes de balayage Doppler, des émetteurs récepteurs portatifs, des déguisements et de l'argent liquide. Ils trouvèrent également les notes personnelles du tireur. Il s'agissait d'un compte-rendu détaillé de tous ses vols. Il y avait un porte-document gris qui contenait des comptes rendus précis des vols de banque. Tout y était soigneusement noté. La date, le jour de la semaine, des détails sur la somme volée, l'adresse de la succursale, le nom du siège social. C'était des pièces à conviction très compromettantes. Les enquêteurs trouvèrent d'autres indices dans la voiture des Williams. On a trouvé 2 pistolets dans le coffre de leur voiture. On a reconnu le revolver 38 qu'on avait vu sur les photos obtenues à partir des caméras de surveillance. On savait que c'était cette arme-là. Il y avait aussi un autre revolver qu'on n'avait jamais vu auparavant. Les 2 armes étaient chargées. Les enquêteurs séparèrent Williams de sa femme pour les conduire au bureau du FBI où on les mettrait en détention. Williams accepta de parler. Si je me souviens bien, on le soupçonnait d'avoir commis 48 vols au total. Quand je l'ai interrogé, il m'a demandé pour combien de vols on l'accusait. Il a ensuite ajouté « Vous ne m'auriez pas arrêté, vous ne sauriez pas mon nom si vous ne m'aviez pas identifié pour les 56 vols. » Williams décrivit en détail les 48 vols pour lesquels le FBI le soupçonnait, en plus des 8 autres dont les agents ne savaient encore rien. L'interrogatoire a duré environ 12 heures et j'ai dû prendre beaucoup de notes. J'avais une crampe à la main à cause de toutes ces informations qu'il nous fournissait. Johnny Madison Williams prenait son travail très au sérieux. Il surveillait chaque banque pendant plusieurs semaines et mettait au point un plan détaillé. Sachant que le FBI tenterait de le retrouver par le biais de ses déguisements, il avait acheté tout ce dont il avait besoin à Dallas avant d'entamer sa série de braquages. Il déclara aux agents qu'il avait étudié les itinéraires des policiers et appris leurs codes. Tout ce travail lui avait permis de voler près d'1 million de dollars en argent liquide avant que les autorités ne l'arrêtent. Mais cette enquête n'a pas été résolue seulement par les agents et les policiers qui travaillaient sur l'affaire.
Très souvent, c'est grâce à l'aide du public qu'on peut capturer ces types et résoudre ces cas. C'est très important, et je crois que ça l'est encore plus maintenant avec la menace terroriste. Carol Williams a plaidé coupable et écopé de 20 ans de prison pour son rôle dans les vols du tireur. Quant à son mari, Johnny Madison Williams, le tireur lui-même, il a également plaidé coupable à 27 braquages commis dans le délai prévu par la loi de prescription. Il a été condamné à 92 ans d'incarcération dans une prison fédérale. Son règne de terreur a enfin pris fin. C'était le soir du lendemain de Noël, et Cathy Briscoe, 19 ans, était chez sa sœur où elle gardait son neveu et sa nièce. Elle les adorait. Ils étaient tout pour elle. Et ça s'est arrêté là. Mais peu après 21h, quelqu'un a frappé à la porte. Il était clair que celui ou celle qui s'était présenté à la porte ce soir-là était une connaissance de Cathy. Elle n'a pas hésité à la laisser entrer chez sa sœur. Mais en ouvrant, Cathy est tombée dans la gueule du loup. Cette nuit a été le début d'une descente aux enfers. Je n'étais pas prête à affronter la réalité, c'était incompréhensible. L'enquête de police sur cette nuit d'horreur au lendemain de Noël a révélé que Cathy était tombée dans les filets d'un univers virtuel pervers. C'était un tissu de mensonges, mais en avançant dans l'enquête, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait d'un fantasme, d'une perversité sinistre. Un réseau social malsain de faux-semblants, où l'on ne pouvait se fier à personne. Boram Wood, dans le sud du Hertfordshire, a été surnommé le Hollywood anglais pour sa proximité avec les studios Elstree. C'est également dans cette ville que Joy Briscoe a élu domicile en 1994, quand elle a quitté Londres avec ses 2 filles, Sabrina, âgée de 13 ans, et Cathy, qui n'avait qu'1 an et demi. Certaines personnes ont des hauts et des bas, mais Cathy était imperturbable, toujours égale à elle-même, humble, discrète, tranquille. Cathy ne m'a jamais dit « je n'aime pas cette personne ». Elle n'a jamais critiqué qui que ce soit. Elle était drôle, joyeuse et pleine d'entrain. Cathy n'allait pas en boîte, elle n'aimait ni l'alcool ni les cigarettes, elle ne se maquillait même pas. Elle aimait étudier, aller à l'église et passer du temps en famille. 7 jours s'écoulèrent après que le Seigneur... Depuis son plus jeune âge, Cathy s'implique beaucoup dans son église. J'adorais Cathy. C'était un amour. Elle arrivait à l'église le dimanche matin avec un grand sourire. Elle s'asseyait au dernier rang avec d'autres adolescentes et la congrégation. Tout le monde l'aimait. C'était une fille adorable. En 2007, à l'âge de 15 ans, Cathy est devenue pour la première fois tante d'une petite fille. Et l'année suivante, son neveu est né. Elle adorait être avec eux. Elle les voyait tous les jours, elle voulait constamment les garder. Même quand j'étais là, elle venait m'aider. Je pense qu'elle ne voulait plus qu'on la considère comme une enfant. Elle a pris son rôle très au sérieux. En plus d'être une tante attentionnée, Cathy était créative et passionnée. Elle avait un don. Elle a toujours dessiné. Pour les anniversaires, elle disait « Je vais te faire un dessin, ce sera ma touche personnelle ». Et elle dessinait alors quelque chose qui lui faisait penser à la personne. Elle adorait le dessin depuis toujours. C'était sa manière de s'exprimer. Après avoir passé son bac en 2008, Cathy s'est inscrite au West Arts College à Watford pour faire de son talent son métier. Elle s'y consacrait pleinement, elle était très motivée. Elle a excellé à l'université. Cathy a d'abord suivi un cursus de 2 ans en art et design, puis en 2010, elle s'est lancée dans des études de graphisme et d'illustration. À l'université, elle rencontre un dénommé Tony Bushby. Tony Bushby était un jeune homme de 18 ans qui, en 2009, s'était lancé dans un BTS d'art et design spécialisé dans le graphisme.
Bien qu'ils étudiaient des matières similaires, Katie et Tony ne suivaient pas les mêmes cours. Nous pensons qu'ils devaient se connaître de vue ou qu'ils se croisaient régulièrement à l'université. Et comme c'est souvent le cas dans la société d'aujourd'hui, en plus d'être amis à l'université, ils l'étaient aussi sur le réseau social Facebook. Et c'est sur Facebook que leur relation a grandi. Au printemps 2011, via Facebook, Tony invite Katie à sortir avec lui. Katie, je me demandais si tu voulais aller au cinéma avec moi. Nous pensons que Tony et Katie ont commencé à sortir ensemble en avril 2011, quand ils sont allés au cinéma ensemble. Katie et Tony ont continué de se fréquenter, tout en gardant le secret. On se voit demain à la fac. D'accord. Une dernière chose. C'est mieux si ça reste entre nous. Les amis de Katie ont dit qu'elle était assez discrète sur sa relation avec Tony, et quand il lui posait des questions, elle se contentait de dire que tout allait bien. Je n'ai jamais été sûre à 100% que Katie avait un petit ami. Le soir, parfois, on discutait entre filles et je lui demandais si elle avait un copain. Elle disait que non. D'autres fois, je lui disais « Je sais que t'as un copain ». Et elle riait. Je ne savais pas si elle se sentait mal à l'aise à l'idée d'en parler, ou si c'était juste l'adolescence. Grâce à sa relation avec Tony Bushby, Katie s'est fait de nouveaux amis en ligne. Des connaissances de Tony lui envoient des demandes d'amitié sur Facebook. Tour à tour, entre le milieu et la fin de l'année 2011, Katie a été contactée par 4 personnes se disant être amies avec Tony Bushby. Ces 4 amis s'appelaient Dan Tress, Sin ou Cynthia Darwin, Shane Plone et Crystal Stangwarp. Ils l'ont tous ajouté comme amie et lui ont demandé si elle était la personne avec laquelle il sortait. Et nous savons que Tony, Katie et ces 4 personnes ont discuté ensemble sur Facebook. Grâce à Tony, Katie avait désormais un nouveau cercle d'amis. En réalité, elle ne les a jamais rencontrés, et elle ne savait pas grand-chose d'eux. Mais en acceptant leurs amitiés sur Internet, Katie était loin d'imaginer dans quoi elle mettait les pieds. En juillet 2011, Katie Briscoe, 19 ans, termine sa première année d'histoire de l'art au Westart College à Watford. Elle fréquente aussi depuis peu Tony Bushby, un étudiant âgé de 18 ans. Mais le couple garde leur relation secrète. Katie parlait de Tony Bushby à ses amis, mais sans rentrer dans les détails, et ils en savaient donc très peu sur lui. Bien que Katie et Tony étaient très discrets sur leur relation, nous savons que Katie avait dit à l'une de ses amies qu'elle était amoureuse de lui. T'es toujours sur ce truc, Katie. Katie n'a pas parlé à sa famille de son nouveau petit ami. Tu vas bien? Je vais bien. J'avais le sentiment qu'il y avait quelqu'un dans sa vie, mais pour une raison que j'ignore. 5 minutes. D'accord, elle ne voulait pas en parler. À l'insu de sa famille, Katie avait non seulement un petit copain secret, mais elle s'était liée d'amitié sur Facebook avec 4 personnes qui lui avaient présentées. La première invitation que Katie a acceptée était la demande d'amitié d'un certain Dan Tress. T'as mis que tu sors avec Tony? Je m'appelle Dan. Il t'a pas parlé de moi? Dan Tress se présente à Katie comme un très bon ami de Tony Bushby et lui demande s'il lui a déjà parlé de lui. D'après certaines informations publiées sur Facebook, il semblait que Dan Tress soit impliqué dans des activités criminelles, comme la consommation et la vente de drogue. Dan Tress commence à dresser le portrait d'un Tony Bushby assez différent de celui que Katie connaît. Et l'une des amies de Tony s'est particulièrement intéressée à sa nouvelle copine. Alors, t'as quel âge? Katie s'est liée d'amitié avec Cynthia Darwin, connue comme Sin, une jeune femme de 19 ans, originaire de Camden à Londres. Tu t'es donc trouvé une artiste, hein? Il semblait que Tony Bushby et Sin Darwin avaient été plus qu'amis dans le passé. Tout au long des messages, il est sous-entendu qu'ils sont sortis ensemble de manière sporadique. À la lumière de leurs échanges sur Facebook, Sin Darwin semblait vouloir raviver son idylle avec Tony Bushby. Non, non. Allez, s'il te plaît. Non, je suis avec elle. Mais il était en couple avec Katie, une relation qu'ils ont cachée à leur famille. Cependant, au cours de l'été 2011, la grande sœur de Katie rencontre par hasard son petit ami secret.
En descendant, j'ai vu Cathy sur le pas de la porte. Salut. Je te croyais au travail. J'ai fini plus tôt aujourd'hui. Je suis restée plantée là, et comme je ne bougeais pas, elle a dû me le présenter. Tony, je te présente ma sœur. Bonjour. Bonjour. Il est entré et s'est affalé dans mon canapé, sous ma fenêtre. Sa présence m'a mise mal à l'aise. Je suis montée 2 minutes, et quand je suis redescendue, il était parti. Et j'ai trouvé ça vraiment étrange, très impoli, mais surtout extrêmement bizarre. Et quand Joy, la mère des filles, est tombée sur le nouveau petit ami de sa cadette, il ne lui a pas non plus fait bonne impression. Un jour, je marchais dans la rue à Bournemouth quand j'ai vu un couple avancer vers moi. Je suis myope, donc je n'ai même pas vu que c'était Cathy. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à ma hauteur et qu'elle fasse un signe de la main en me disant « Salut maman ». Le jeune homme a fait quelques pas, puis s'est arrêté. Il savait qui j'étais, et pourtant il est parti comme si de rien n'était. Quand je suis rentrée à la maison, Cathy était là, alors je lui ai demandé qui était ce garçon qui l'accompagnait. C'est juste un ami. Et elle s'est tue. Et n'a jamais répondu à aucune question. Tony Bushby n'a pas fait bonne impression, et la famille de Cathy était déterminée à en savoir plus sur ce mystérieux petit ami. J'étais préoccupée. Mes questions sont devenues plus intrusives, et ses réponses plus ténues. Le garçon avec qui t'étais, mais ça ne servait à rien. Vraiment. Pendant ce temps, Cathy continue de discuter avec ses nouveaux amis en ligne. Dan Tress, Sin Darwin, Sean Plone et Crystal Stangward. Les conversations de ce groupe d'amis sur Facebook montraient clairement qu'ils buvaient, consommaient de la drogue et menaient un style de vie festif. Tony prenait ses distances face à tout ça. Avant, t'aimais mon côté sauvage. Oui, mais on change, on grandit. Son but était d'impressionner Cathy, il ne voulait pas qu'elle pense qu'il était ce genre de personne. Cathy n'avait jamais rencontré les amis de Tony en personne, mais une en particulier, y tenait absolument. Le 9 décembre, Sin Darwin a envoyé un message à Cathy pour qu'ils se retrouvent tous les trois, Sin, Cathy et Tony. Depuis le temps que j'essaie de convaincre Tony, il a enfin accepté qu'on se rencontre. Alors on se voit quand? J'ai trop hâte. Il semble que Sin Darwin a eu une relation avec le petit ami de Cathy. Et elle semble très impatiente de rencontrer sa remplaçante. Sin, Tony et Cathy se sont donné rendez-vous le 23 décembre au soir, dans un endroit que je qualifierais de rural, isolé et boisé. Mais Sin Darwin s'est donné beaucoup de mal pour justifier son choix inhabituel de point de rencontre. Avec Tony, on y va souvent. C'est tout près de Bournemouth. Mais comme il n'y a personne dans le coin, la police dit rien, on peut faire autant de bruit qu'on veut, et vraiment s'éclater. Ça va être trop bien. Sin Darwin était-elle sincère? Ou ses intentions étaient-elles plus sombres? Sombre, boisé, isolé. C'est un endroit très inhabituel. Pour se retrouver. Le 22 décembre, il règle les derniers détails. On se retrouve à 8h30. On se retrouve avec Cathy. Tout était prêt, mais de la même manière qu'elle gardait sa relation avec Tony Bushby secrète, Cathy n'a pas non plus parlé de ce rendez-vous à sa famille. C'était un vendredi. Généralement, on se regardait un film à la maison et on commandait à manger. Ça te dit du chinois? Elle m'a dit de ne rien commander, et je lui ai demandé pourquoi. Qu'est-ce qu'on va manger? Et elle m'a dit qu'elle allait chez une amie. Je lui ai donc dit, je te dépose. Je vais te déposer. Non, t'inquiète pas, je vais marcher. Alors je lui ai dit, je suis sûre que tu mens et que tu vas voir ton copain. Non. Et elle a dit, non, je ne vais pas voir mon copain. Je lui ai dit, je suis sûre que tu vas le voir.
À plus. Bien qu'elle refuse de dire où elle va réellement, Cathy quitte la maison de Sabrina et retrouve Tony comme prévu. Désolée du retard. Sabrina n'a pas arrêté. Elle savait que j'allais te retrouver et elle voulait pas lâcher l'affaire. T'inquiète. Allez, on y va. Je suis désolée. C'est bon. T'inquiète, viens, on va être en retard. Cathy et Tony se sont rendus au point de rencontre, mais à leur arrivée, aucun signe de l'ex-petite amie de Tony. Tu la vois? Le couple a attendu dans la nuit froide de décembre, dans l'obscurité. Elle doit pas être loin. Sin. Je tombe sur son répondeur. Cathy? Le lendemain matin, au réveil, Cathy n'est pas dans sa chambre. Elle n'était pas dans son lit. Je suis descendue et je l'ai vue. Elle dormait dans le canapé. Cathy? Cathy? Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a dit qu'en rentrant, elle avait travaillé sur son ordinateur. Et je suis passée à autre chose. En réalité, Cathy était restée discuter sur Facebook. Je suis tellement désolée, Cathy. Tu dois me détester. Au petit matin, la veille de Noël, Sin et Cathy ont échangé des messages dans lesquels Sin expliquait qu'elle n'était pas venue parce qu'elle s'était perdue. Je comprends pas, je suis arrivée après 11 heures. Mais elle est toujours très enthousiaste à l'idée de la voir et espère pouvoir le faire le 24 même. On peut se voir dans 2 semaines. Mais Cathy ne peut pas se libérer avant le Nouvel An. Entre-temps, elle a fêté Noël en famille. Nous avons passé un Noël tranquille. C'était très agréable, on a préparé un grand repas de Noël, on a passé un très bon moment. C'était un Noël sympa, on était entre nous. Le lendemain, le 25, Sabrina a prévu de passer sa soirée à Londres et Cathy a sauté sur l'occasion pour garder sa nièce et son neveu. Sabrina a pris des nouvelles, peu après 19h. Allô? J'ai demandé ce qu'ils faisaient. Elle a dit qu'ils étaient au lit. Et je lui ai dit, waouh, tu gères. J'ai jamais eu à m'inquiéter. Je ne m'inquiétais pas. Je savais qu'ils ne craignaient rien chez moi. Elle était en sécurité. Et je savais qu'elle n'irait nulle part. Ok, à plus. Salut. Mais après cela, Cathy n'a plus répondu au téléphone. Je n'ai pas réussi à la joindre, mais je savais que les enfants dormaient. Je sais qu'elle est à la maison. J'imagine qu'elle a mis ses écouteurs, ce qui n'était pas nouveau, et qu'elle ne m'entend peut-être pas. Et j'ai continué d'appeler. J'arrêtais pas de l'appeler et de laisser des messages. Cathy? Elle n'avait pas répondu, mais ce n'était pas la première fois que je n'arrivais pas à la joindre. Je ne me suis pas inquiétée outre mesure. J'avais appelé ma mère pour lui dire « Maman, je rentre à la première heure demain matin, mais passe à la maison pour vérifier que tout va bien. » La mère de Cathy travaillait ce soir-là, alors à la fin de son service, elle s'est rendue chez Sabrina. J'ai appelé, et en arrivant à la porte, j'ai remarqué qu'il y avait une tache de sang dessus. J'ai entendu mes 2 petits-enfants crier « Mamie, mamie, Cathy est morte ». Je ne voulais pas les effrayer, alors j'ai gardé mon sang-froid, et sans élever la voix, je leur ai dit de m'ouvrir. Ils ont dit que Cathy était allongée par terre, dans la cuisine. Cathy? Cathy? Quand je suis arrivée, elle était froide, et j'ai compris qu'elle était morte. J'ai appelé le 18 et ils sont arrivés quelques minutes après. J'espérais au fond qu'ils me disent qu'elle allait bien, qu'ils allaient l'emmener à l'hôpital, mais ils se sont tournés vers moi et m'ont dit qu'ils étaient désolés, que c'était trop tard. C'est là que j'ai compris.
La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Cathy a été sauvagement poignardée à 23 reprises. Un fait effrayant s'est immédiatement imposé. Cathy devait connaître son meurtrier. Le 26 décembre 2011, Cathy Briscoe, 19 ans, gardait sa nièce et son neveu à Borehamwood, dans le Hertfordshire. Lorsque sa mère est passée le lendemain matin, elle a trouvé le corps de sa fille dans la cuisine. Elle a reçu 23 coups de couteau. J'espérais toujours qu'ils me disent qu'ils s'étaient trompés. Je n'arrivais pas à croire que c'était ma fille chérie qui avait été tuée comme ça. Ils avaient beau me dire qu'elle avait été assassinée, je n'arrivais pas à assimiler. Je ne voyais pas qui aurait pu vouloir faire du mal à ma sœur. Mais la maison, devenue une scène de crime, a tout de suite révélé des indices sur les derniers instants de Cathy et son meurtrier. Il n'y avait pas eu d'effraction, il n'y avait pas non plus de signes de lutte, d'agression ou d'attaque à la porte d'entrée ou à proximité. La personne que Cathy avait laissée entrer dans la maison l'avait donc suivie depuis la porte d'entrée, à travers le salon, jusqu'à la cuisine où l'agression a eu lieu. C'est comme ça qu'on a compris qu'il s'agissait de quelqu'un que Cathy connaissait. Cathy avait semble-t-il accueilli son assassin, et la police a rapidement compris ce qu'il s'était passé après qu'elle l'ait invité à entrer. Cathy a fait l'objet d'une attaque féroce et sans merci de la part de son agresseur. Elle a reçu de multiples coups de couteau, et pour être honnête, c'est une image que je n'oublierai jamais. La police scientifique est sur place. Le téléphone et l'ordinateur de Cathy vont être analysés. Les caméras de surveillance sont passées au crible, et sa mère et sa sœur sont interrogées pour savoir si elles soupçonnent quelqu'un. Je ne voyais pas quelqu'un venir lui faire du mal délibérément. Pour moi, c'était comme un res-de-marée. Fallait vraiment ne pas aimer la personne pour faire un truc pareil. En discutant avec la famille de Cathy, nous avons appris qu'elle avait un petit ami, bien qu'elle n'était pas en mesure de nous dire grand-chose sur son identité. Les amis de Cathy avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont permis d'établir que Cathy était en couple avec Tony Bushby. Le couple avait tout fait pour garder leur relation secrète, mais la police avait désormais une piste à explorer. Tony Bushby n'était pas connu des services de police et il n'avait pas de casier judiciaire. Mais nous avons réussi à trouver son adresse. Des agents se sont rendus au domicile du jeune homme pour lui parler. Bonjour, Tony Bushby habite-t-il ici? La première fois que nous sommes allés chez Tony Bushby, il n'était pas chez lui. Pourquoi? Il va bien? Bien entendu, nous lui avons demandé si elle savait ce qu'il avait fait la nuit précédente. Et il est ressorti. Elle leur a dit que Tony était sorti le 26 au soir et qu'il était revenu vers 20h30 pour récupérer sa pièce d'identité. À plus. Salut. Pour pouvoir aller au pub. Et qu'il était rentré vers 22h. Détail intéressant, elle nous a dit que quand il est rentré, il était d'humeur massacrante. Qu'est-ce qui va pas? Lâche-moi. Merci madame. Merci beaucoup. Comme les agents n'ont pas pu interroger Tony Bushby, ils sont revenus quelques heures plus tard, et cette fois, il était bien chez lui. Vous êtes Tony Bushby? Oui. Je lui ai dit que je voulais lui parler de Cathy. Pouvons-nous entrer? On nous a dit que tu étais en couple avec elle, et il a répondu sur la défensive que non, il n'était pas avec elle. Non. Je me suis dit qu'un jeune homme de 18 ans n'aime peut-être pas parler de ses copines devant sa mère, donc je lui ai demandé de venir au poste pour qu'on puisse parler en privé. Merci. Dans la voiture, Tony a confirmé qu'il connaissait Cathy et qu'il lui avait parlé la veille au téléphone en se rendant au supermarché et qu'elle faisait du babysitting. Il a dit être rentré chez lui vers 8h30, mais ce n'était pas ce que sa mère nous avait dit. Nous avions donc une fenêtre de 90 minutes, pendant laquelle nous ne pouvions pas déterminer avec certitude où se trouvait Tony Bushby. Il semblait que Tony Bushby avait quelque chose à cacher.
Sur la route, à aucun moment il nous a demandé pourquoi nous étions là, ce qui était arrivé à Katie, ou ce que nous voulions savoir à son sujet. Son comportement dans la voiture a troublé les deux policiers. À ce stade, tous les éléments de l'enquête, le fait que Tony Bushby et Katie soient en couple, que l'assassin ait sciemment été invité à entrer dans la maison, mais aussi le fait que la mère ait donné une version qui ne concordait pas avec celle de Tony, nous ont convaincus qu'il était impliqué d'une manière ou d'une autre dans le meurtre de Katie. Le 27 décembre 2011, au commissariat de Hatfield, Tony Bushby est arrêté pour le meurtre de Katie. Une fois Tony Bushby placé en garde à vue, ses vêtements ont été saisis et un examen médico-légal a été effectué sur lui. En parallèle, sa maison a été mise sous scellé afin de trouver des indices. Le lendemain matin, Tony Bushby a dit qu'il voulait parler à un officier. Il a fait une déclaration importante. Il m'a dit qu'il nous avait menti la veille et qu'il avait rendu service à un ami. Le genre qui attire des ennuis? Le service qu'il a rendu lui vaudrait des ennuis. Puis il a demandé à parler à un avocat avant de nous dire quoi que ce soit d'autre. La question était, quel était ce secret, et qui protégeait-il? Plus tard dans la journée du 28 décembre 2011, dans une déclaration qu'il a rédigée, Tony Bushby confirme officiellement ce qu'il avait avoué dans sa cellule. Je confirme catégoriquement par la présente que je n'ai absolument aucune connaissance ou conscience d'un tel meurtre. Tony Bushby affirma que bien qu'il ne soit pas lié au meurtre de Katie, il avait bien fait quelque chose d'illégal, le soir du 26 décembre 2011. Je n'ai rien à ajouter. Tout au long du reste de la journée, il a refusé d'en dire plus. Cependant, à 10h30 ce soir-là, il a demandé à parler à la police. Je veux vous raconter ce qu'il s'est réellement passé ce soir-là. Tony Bushby semblait prêt à raconter ce qu'il avait fait le soir où Katie a été tuée. Tony Bushby a déclaré que son ami Dan Tress l'avait contacté le jour de Noël via un message sur Facebook. Dan Tress était non seulement un ami de Tony Bushby, mais aussi un ami virtuel de Katie avec qui il échangeait régulièrement des messages. T'es la Katie qui sort avec Tony? Oui. Je m'appelle Dan. Il t'a pas parlé de moi? Mais ce 25 décembre, c'est à Tony Bushby qu'il a parlé sur Facebook. On peut se voir? J'ai un service à te demander. Oui, pas de problème. Il a déclaré que le 26 décembre, Dan Tress était venu le chercher vers 19h30. Il a dit à sa mère qu'il allait au pub avec un autre ami, car Tress n'avait pas bonne réputation. Il ne voulait pas que sa mère s'inquiète. Dans la voiture, Dan Tress est fidèle à lui-même. Il m'a dit que je devais récupérer de la drogue pour lui. Tony Bushby a dit qu'il avait hésité, mais comme Dan Tress avait toujours été là pour lui dans le passé, il était prêt à prendre le risque de récupérer la drogue pour lui. Dan Tress a déclaré qu'ils avaient un peu de temps devant eux avant d'aller chercher la marchandise. Ils ont donc discuté de ce qu'ils avaient fait à Noël. Au bout d'un moment, Dan Tress a orienté la conversation sur Katie et a demandé si Tony Bushby lui avait parlé ou appelé récemment. Dan Tress a suggéré à Tony Bushby d'appeler sa petite amie. Tony Bushby a déclaré qu'il était ensuite sorti de la voiture pour appeler Katie, avec qui il a échangé quelques banalités. Dis-lui bonjour de ma part. C'est à ce moment-là qu'elle lui a dit qu'elle faisait du babysitting. Du babysitting? Il a expliqué aux inspecteurs que Dan Tress semblait particulièrement intéressé par le fait que Katie faisait du babysitting seule chez sa sœur. Puis, Tony Bushby a expliqué que Dan Tress avait proposé d'aller boire un verre. Ils avaient encore le temps. Tony dit qu'il n'a pas sa carte d'identité, alors ils sont retournés chez lui, et il est entré pour la récupérer. Mais Tony Bushby n'est jamais allé au pub. En fin de compte, il n'avait plus assez de temps pour aller boire un verre, et Dan Tress l'a conduit à l'endroit où la transaction devait avoir lieu. Il a déclaré qu'ils avaient roulé sur de la pelouse. Dan Tress lui a montré où se trouvait le banc. Attends ici.
Je serai de retour dans 1 heure. Tress lui a dit d'attendre là, qu'un homme viendrait lui donner la marchandise et qu'il serait de retour dans 1 heure. Dan Tress ne lui dit pas où il va, et Tony attend sur le banc du parc. Je me suis assis et 20 minutes se sont écoulées. Je suis resté sur le banc avec le paquet sur les genoux pendant encore 20 minutes, puis Dan est réapparu. Pas trop mal. C'est ça, hein? Oui, viens. Dan Tress est ensuite venu le chercher, et ils sont remontés dans sa voiture. En montant dans la voiture, après 40 minutes à attendre dehors dans le froid, son ami Dan Tress semble reconnaissant. Tony Bushby a déclaré que Dan Tress avait vu qu'il avait froid aux mains et qu'il lui a tendu une paire de gants. Tiens. Merci. Mais les gants étaient humides à l'intérieur, alors il les a retirés. Lorsqu'il a vu ses mains, il s'est rendu compte qu'elles étaient couvertes de sang. Tony a dit aux inspecteurs que les gants de Dan Tress étaient imbibés de sang. Choqué par tout ce sang, il a jeté les gants sur le sol de la voiture. C'est quoi ça? Tress n'a pas répondu, il s'est contenté de regarder droit devant et de le reconduire chez lui. Dan Tress est reparti, et Tony Bushby, les mains encore ensanglantées, est rentré chez lui en courant. La ferme. Lâche-moi. Il est monté directement à l'étage et s'est lavé les mains dans l'évier de la salle de bain. Tony Bushby se rend compte qu'il a couvert sans le savoir le meurtre de sa petite amie. Tony Bushby a déclaré que depuis son arrestation, il avait réfléchi à ce qu'il s'était passé le soir du 26 décembre. Et il soupçonnait Dan Tress d'être responsable de ce qui était arrivé à Cathy. Se pouvait-il que Dan Tress ait tué Cathy? La police était convaincue que Cathy connaissait son meurtrier, et il s'avérait que Cathy et Dan Tress, qui étaient amis sur Facebook depuis 6 mois, s'étaient déjà rencontrés. Tony Bushby a dit que Dan Tress avait rencontré Cathy une fois, grâce à sa photo de profil sur Facebook, il l'avait reconnue dans les rues de Boramoud. Il est donc allé la voir pour se présenter. La police devait retrouver Dan Tress. Le matin du 29, j'ai clairement indiqué à l'équipe d'enquêteurs que retrouver Dan Tress était une priorité absolue. Les seules informations dont nous disposions sur Dan Tress provenaient de son profil Facebook. Il était âgé de 19 ans et venait de Londres. Nous avons donc essayé de l'identifier en cherchant dans différentes bases de données, dont le registre des électeurs. Et nous cherchions la moindre trace d'une personne, du nom de Dan Tress. Tony Bushby a donné autant d'informations possibles sur son ami, pour aider la police à le retrouver. Il a décrit sa voiture comme étant une Golf verte, mais il ne connaissait pas sa plaque d'immatriculation. Il a également raconté qu'il a connu Dan Tress grâce à une passion commune, le karaté, ce qui nous a donné d'autres pistes d'investigation. La chasse à l'homme était lancée. Malgré le peu d'informations que Tony Bushby nous avait données, nous avions encore quelques pistes à explorer autour des noms qu'il nous avait donnés. La voiture de Dan Tress, ainsi que leur rencontre dans un club de karaté. Bonsoir. Nous avons vérifié toutes les bases de données possibles, il n'existait aucun Dan Tress vivant au Royaume-Uni. Les inspecteurs se sont rendus compte que l'assassin devait se trouver sous leurs yeux. Il s'est avéré que Dan Tress n'existait pas et qu'il avait été inventé de toutes pièces par Tony Bushby. La fausse piste de Dan Tress s'évanouit, tout comme le tissu de mensonges que Tony Bushby avait tenté d'utiliser pour dissimuler l'horrible vérité. La police le croit coupable du meurtre de Cathy Briscoe. Désormais, tout semble plus clair. Les 4 profils Facebook de Dan Tress, Shane Plone, Sean Darwin et Crystal Stangward ont tous été créés depuis l'ordinateur de Tony Bushby et gérés à partir de son adresse email. En réalité, ces 4 amis étaient complètement fictifs. Des personnages inventés dans sa chambre, dans le seul but de manipuler Cathy Briscoe.
Mais je suis convaincu que ces 4 profils Facebook ont été créés avec l'intention d'attirer Cathy dans son monde imaginaire et lui permettre ainsi de se préparer tranquillement à commettre ce crime tout à fait innommable et absolument infâme. Cette révélation a placé les événements qui ont précédé le meurtre de Cathy sous un nouveau jour, et notamment la soirée du 23 décembre. Sean Darwin et Cathy s'étaient donné rendez-vous dans un endroit isolé. Mais Sean Darwin n'existait pas. Je ne connais pas du tout Boramoud, donc c'est probablement plus facile si Tony, tu montres à Cathy où c'est, et je vous retrouverai là-bas. Cette rencontre avait été orchestrée et planifiée par Tony Bushby. Et quand on voit qu'il cherche à attirer Cathy dans un lieu rural isolé en pleine nuit, j'ai l'intime conviction qu'il comptait la tuer ce soir-là. En lui mentionnant que sa sœur avait deviné qu'elle sortait pour le retrouver, ce soir-là, elle échappe in extremis à Tony Bushby. Lâche comme il est. Il savait que ce soir-là, il ne pouvait pas la tuer. La peur de se faire attraper aura offert à Cathy un dernier Noël en famille. Elle savait que j'allais te retrouver, et elle n'a pas voulu lâcher l'affaire. Je suis désolée. T'inquiète. Mais il était évident que Tony Bushby restait déterminé à tuer sa petite amie. Nous avons également pu retrouver sur l'ordinateur de Tony Bushby certaines recherches qu'il avait effectuées dans les jours et les semaines précédant le meurtre de Cathy. Nous savons qu'il a fait des recherches sur la manière de se débarrasser d'un corps, de le brûler ou de creuser une tombe. Le meurtre brutal de Cathy a été prémédité. Et le mobile de ce projet révélera un fantasme d'une perversité sans égale. Le 26 décembre 2011, Cathy Briscoe, 19 ans, a été assassinée alors qu'elle faisait du babysitting. Son petit ami a été arrêté, mais il a affirmé que c'était Dan Tress, un ami de Cathy sur Facebook, qui l'avait tuée. J'espère me tromper, mais j'en suis arrivé à une horrible conclusion. Et je soupçonne Dan d'être lié à toute cette histoire. La police a découvert que Dan Tress et 3 autres amis que Bushby avait présentés à Cathy en ligne n'étaient que le fruit de son imagination perverse. Tony Bushby avait tué Cathy. Nous avons récupéré des images de vidéosurveillance de la matinée du 27 décembre. Sur ces images, on voit Tony Bushby marcher le long de la route, muni d'un grand sac poubelle noir. Je suis convaincu que ce sac poubelle noir contenait tous les vêtements que Bushby portait lorsqu'il a tué Cathy, ainsi que l'arme du crime elle-même. Mais malgré les efforts considérables déployés pour retrouver ce sac poubelle, nous n'y sommes malheureusement jamais parvenus. Bien qu'il nie, le tissu de mensonges de Tony Bushby s'effiloche rapidement. Les médecins légistes ont retrouvé du sang sur la porte d'entrée du domicile de Tony Bushby. Celui qui avait laissé cette trace avait du sang sur les mains. Les résultats du laboratoire indiquaient que le sang retrouvé sur la porte d'entrée de Tony Bushby était bien celui de Cathy Briscoe. Et c'est à ce moment précis que nous avons eu les preuves suffisantes et nécessaires pour pouvoir l'inculper en bonne et due forme. 4 jours après le meurtre de Cathy, le 30 décembre 2011, Tony Bushby a été mis en cause et placé en détention provisoire. Le 5 juillet 2012, le procès s'est ouvert au tribunal de St Albans Crown. Tony Bushby a plaidé non coupable. Nous pouvions démontrer formellement que tout ce qu'il avançait pour sa défense était un mensonge, mais malgré tout, il s'est accroché à sa version des faits. Il a dit qu'il voudrait faire du mal à Cathy. Je suis d'accord, pourtant c'est ce qu'il a fait. L'accusation a révélé un meurtre abominable, calculé et prémédité. Après l'échec de la tentative de meurtre le 23 décembre 2011, Tony Bushby n'a pas perdu de temps pour mettre en place son plan B.
Cathy, faut que je te parle. Viens, on se voit le 26. Je peux t'appeler? En fait, ils se sont mis d'accord pour s'appeler vers 20h le 26 décembre. Après avoir appelé Cathy dans la soirée du 26 décembre 2011, il est rentré chez lui à 8h30, comme sa mère l'avait indiqué. Mais il n'était pas là pour sa pièce d'identité. Nous pensons qu'il est rentré chez lui vers 20h30 pour prendre un couteau, celui avec lequel il l'a attaqué alors qu'elle était seule à la maison. Puis il a quitté son domicile. Nous savons qu'ils se sont brièvement appelés peu après 21h. Je pense que Tony Bushby l'a appelé pour s'assurer que Cathy était bien seule et que la voie était libre. Une fois à l'intérieur, il a profité du fait qu'elle soit seule pour l'attaquer. Nous savons ensuite qu'il est rentré chez lui vers 22h et que d'après sa mère, il était d'humeur massacrante. Une fois rentré chez lui, il a cherché sur Internet comment supprimer un profil Facebook, sans succès. Il a donc archivé tous les messages échangés entre lui et Cathy. Le lendemain matin, il s'est débarrassé des vêtements et de l'arme. La réalité insoutenable de ce que Tony Bushby avait fait à Cathy était indéniable. Pendant plus de 6 mois, il a manipulé la jeune femme de 19 ans et l'a convaincue de garder leur relation secrète pour que rien ne puisse les relier, une fois qu'il aurait commis son crime monstrueux. Mais un mystère demeure. Le mobile du meurtre. Depuis le début, je suis convaincu que ce crime était guidé par des motivations sexuelles. Même s'il a été établi que Cathy n'avait pas été agressée sexuellement. Il est bien connu que certaines personnes éprouvent une forme de plaisir en infligeant des blessures graves. Le juge a d'ailleurs confirmé dans son jugement qu'il était absolument convaincu qu'il s'agissait là d'un crime orienté par des motivations purement sexuelles. L'activité en ligne de Tony Bushby, immédiatement avant et après le meurtre du 26 décembre, a confirmé cette théorie. Tony Bushby avait visionné et recherché des vidéos pornographiques avant de commettre le crime. Ce qui est troublant, c'est qu'en même temps qu'il cherchait et visionnait ces vidéos, il consultait le profil Facebook de Cathy et lui envoyait des messages. Les sites web ne parlaient que de filles noires soumises et de viols forcés. J'étais sous le choc. Quand il est rentré chez lui après avoir brutalement tué Cathy, Tony a regardé un très grand nombre de vidéos pornographiques dans l'heure, ou les 2 heures qui ont suivi son retour chez lui, après sa visite macabre chez la sœur de Cathy. La façon dont Cathy a été attaquée, ainsi que les heures auxquelles Tony Bushby a regardé ces scènes de viol, suggèrent que l'assassin de Cathy n'avait pas que le meurtre en tête. J'ai appelé plusieurs fois sur le fixe et j'ai laissé des messages. Je sais que ma voix a résonné dans toute la maison. Cathy, tu pourrais décrocher. Le mobile était sûrement d'ordre sexuel. Et je remercie Dieu tous les jours. Cette chose qu'il aurait pu faire à ma sœur n'est jamais arrivée. Le 24 juillet 2012, Tony Bushby a été reconnu coupable du meurtre de Cathy Briscoe. Il a été condamné à une peine à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Il n'a aucun remords. Et il a pris la vie d'une personne d'une extrême gentillesse. Pourquoi? Je le méprise profondément. Depuis sa prison, en 2013, Tony Bushby a demandé à voir la police pour avouer son crime et s'excuser auprès de la famille de Cathy. Mais lorsque la police l'interroge, il semble que le meurtrier joue une fois de plus à des jeux tordus. Il n'a fourni aucune information sur le comment ou le pourquoi. Et il a carrément suggéré qu'il n'était pas conscient au moment où le crime a été commis.
C'est minable de dire que vous voulez que la famille sache que vous éprouvez des remords sans leur donner les réponses qu'ils attendent. Peut-il nous la rendre? Reviendra-t-elle un jour? Alors pourquoi devrions-nous lui pardonner? Tony Bushby est un individu très dangereux. Et je suis convaincu que tout le monde est bien plus en sécurité depuis qu'il est derrière les barreaux. Ça ne fait absolument aucun doute. Alors que Bushby risque de passer la majeure partie de sa vie en prison, la famille de Katie doit faire face à son absence au quotidien. Je ne le comprendrai jamais, mais en même temps, il n'y a pas le choix. Et j'ai appris à être forte. Parfois, j'ai l'impression de dormir depuis 2 ans. J'aimerais que quelqu'un me réveille et me dise que c'était un cauchemar. Je lui serais si reconnaissante, car je ne peux pas accepter le fait qu'elle m'ait été enlevée pour toujours.